Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un cas très particulier. On va voir une histoire paranormale qui est assez controversée mais qui n'en est pas moins dépourvue de mystère. Cette histoire va nous amener à nous poser une question. Cette question c'est: est-ce qu'un élément dont on doute peut remettre en cause toute une histoire? Vous allez voir, c'est très intéressant. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici si vous souhaitez voir un peu les coulisses de la chaîne. Et si maintenant vous êtes bien installé, on est parti pour voir un des cas les plus controversés de l'histoire du paranormal. L'histoire ne commence pas avec un objet qui vole, ni avec une intervention de la police, ni avec une maison déjà réputée hantée. Au départ, il y a simplement un couple. En 1960, Jerry et Laura Goodin viennent d'acheter leur première maison à Bridgeport dans le Connecticut. C'est un petit bungalow, une maison modeste, pensée comme le point de départ d'une vie stable. Jerry est un homme connu comme sérieux, serviable et apprécié. Il a grandi dans la foi catholique et aurait voulu devenir prêtre. Mais la Grande Dépression l'a obligé à renoncer à cette voie pour travailler rapidement. Il est passé par l'Air Force avant de devenir homme de maintenance, métier qu'il gardera pendant des années. Laura, elle, est plus réservée. C'est une femme issue d'une famille amérindienne aimante, mais qui a grandi de manière assez isolée, sans beaucoup d'enfants autour d'elle, ce qui en fait une personne discrète, timide, peu expansive. Rien, à ce stade, ne laisse penser que cette famille deviendra le centre d'une des affaires les plus controversées de Bridgeport. Un an après leur installation, tout semble aller dans le bon sens. Le couple a un fils, Gérard Goodin Jr., souvent appelé Jerry Jr. Leur situation est simple mais stable. Ils aiment leur maison, Jerry travaille et tout ce qu'on comprend du foyer, c'est qu'ils sont très investis dans leur rôle de parents. Ce ne sont pas des adultes distants ni négligents, ils s'occupent de leur enfant avec attention. Puis un détail apparemment banal vient briser cette normalité. Un voisin remarque que le bébé garde souvent la tête penchée vers le bas. Les parents s'en inquiètent et consultent un médecin. À 6 mois, l'enfant est diagnostiqué avec une paralysie cérébrale. À partir de là, toute l'organisation familiale change. Jerry Jr. devient le centre absolu de leur existence. Les Goodin ne prennent jamais de babysitter, ils l'emmènent partout avec eux. Ils économisent pour lui offrir tout ce qui peut améliorer son confort, et malgré son handicap, cet enfant est souvent décrit comme joyeux, vivant, rieur. Une précision importante parce qu'elle montre que l'épreuve ne détruit pas la famille immédiatement, elle la resserre. Puis arrive le drame qui va marquer durablement tout ce qui va suivre. En 1967, Jerry Jr. attrape un simple rhume. Son état se dégrade rapidement et il perd la vie très jeune. Pour Jerry et Laura, ce n'est pas seulement la perte d'un enfant, c'est la perte d'un enfant autour duquel toute leur vie avait été réorganisée. Clairement, c'était leur monde entier. Après son décès, certains détails montrent à quel point le deuil envahit la maison. Les Goodin font photographier leur fils dans son cercueil, ils récupèrent aussi les fleurs artificielles posées sur le cercueil pendant les funérailles, ils se rendent chaque jour sur sa tombe et ils installent chez eux une sorte de petit sanctuaire avec la photo funéraire de l'enfant. Ce point est essentiel pour comprendre la suite. La maison de Linley Street n'est pas d'abord une maison où l'étrange apparaît, c'est une maison déjà saturée par le chagrin, la perte et la peur de revivre une autre tragédie. Le choc ne s'arrête pas là. Au moment même de l'enterrement, le prêtre local, le père Grims, demande au couple s'il a déjà envisagé l'adoption. Une remarque qui peut paraître brutale, surtout dans un tel moment. Et dès le lendemain de l'enterrement, Laura se retrouve à l'hôpital. On lui découvre une tumeur. Elle subit une hystérectomie qui lui sauve la vie, mais lui enlève définitivement la possibilité d'avoir d'autres enfants. En très peu de temps, le couple perd donc son fils, puis apprend qu'il ne pourra pas avoir d'autres enfants biologiquement. C'est ce double choc qui prépare tout le reste. Leur douleur est immense, mais ils ne s'effondrent pas complètement. Après quelques mois, ils reviennent vers le père Grims pour parler adoption. Ce détail compte beaucoup parce qu'il montre que Marcia n'arrive pas dans une famille froide ou improvisée. Cette jeune fille, adoptée, arrive dans un foyer qui a encore une capacité d'attachement très forte, mais aussi un vide immense à combler. 25 personnes différentes, voisins, amis et membres de la famille écrivent même à l'agence d'adoption pour soutenir la demande des Goodin et affirmer qu'ils feraient d'excellents parents. Et c'est en mai 1968 que le couple reçoit enfin un appel. On leur parle d'une certaine petite fille amérindienne de 4 ans vivant alors au Canada, plus précisément en Ontario. Jerry et Laura ne tergiversent pas, ils font directement la route, 18 heures de trajet pour aller la rencontrer. Cette petite fille est la fameuse Marcia.
Au moment de la rencontre, elle court droit dans les bras des Goudin et le lien se crée presque immédiatement. Les Goudin ressentent quasiment sur le coup beaucoup d'amour à son égard. L'histoire de Marcia, en revanche, est déjà assez lourde. Sa famille biologique compterait déjà 9 enfants et il y aurait des éléments de négligence bien présents. Par exemple, un détail particulièrement dur, Marcia aurait été attachée à une chaise pendant de longues périodes. L'agence estime aussi que le placement chez Laura est pertinent parce que Laura elle-même a des origines amérindiennes. Marcia est ramenée presque immédiatement à Bridgeport. Jerry transforme même une grande penderie dans leur chambre en petit espace séparé pour elle, quelque chose qui donne une idée très concrète sur la manière d'être de Jerry et Laura. Ils n'accueillent pas Marcia symboliquement, ils réorganisent physiquement leur vie autour d'elle. Mais c'est là que la situation devient plus complexe. Jerry et Laura aiment sincèrement Marcia, mais cet amour n'est pas neutre, il est chargé de leur passé. La mort de Jerry Jr., combinée probablement à la personnalité déjà très réservée de Laura et à sa propre enfance plutôt isolée, produit une manière d'élever Marcia extrêmement protectrice. Laura ne laisse la fillette jouer avec d'autres enfants que s'ils viennent à la maison. Et plus tard, Laura reconnaîtra elle-même que c'était un problème, d'autant qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants du même âge dans le quartier. Elle accompagne Marcia à l'école et la ramène, elle la surveille constamment. Et tout ça est dû à quelque chose de très simple. Elle ne veut pas perdre un autre enfant. C'est probablement le point psychologique le plus important du début de l'affaire. La protection n'est pas ici de la maltraitance, loin de là, mais c'est plutôt une sorte de protection excessive née d'un traumatisme non réglé. Et cette protection a un effet direct sur Marcia. Elle devient une enfant solitaire. On la voit parfois jouer seule au Monopoly contre elle-même dans le salon familial. Et c'est une image assez forte, pas parce que c'est poétique, mais parce qu'elle dit quelque chose de concret sur son quotidien. Elle a peu d'amis, peu de liberté, beaucoup de présence parentale, de surveillance et une enfance qui semble déjà un peu rétrécie. Et c'est peu après l'arrivée de Marcia que surviennent les premiers détails inhabituels. À ce stade, rien n'a encore l'ampleur des événements de 1974. Il y a d'abord de petites choses, des objets qui disparaissent puis réapparaissent plus tard dans des endroits inattendus, et sur le moment, personne n'y voit quoi que ce soit de paranormal. Les Goudin mettent ça sur le compte de l'inattention, de l'oubli ou de la confusion du quotidien, et un an après l'arrivée de Marcia, une jeune fille nommée Rosemary, fille des Hoffman qui sont des amis proches des Goudin, vient jouer avec elle. Les deux enfants sont assises sur le canapé du salon, et soudainement, Rosemary court prévenir les adultes. Selon elle, le canapé sur lequel elles étaient assises s'est mis à flotter. Les adultes n'y croient pas vraiment, ils rient puis demandent à Rosemary comment Marcia a réagi. Et Rosemary répond que Marcia est simplement restée assise en souriant. Un détail qui est très important parce qu'il montre très tôt un motif qu'on retrouvera plus tard. Autour de Marcia, quelque chose d'étrange est rapporté, mais elle-même semble parfois le vivre avec un calme déroutant. Rosemary remarque aussi autre chose au fil du temps. Quand elle vient chez les Goudin, elle trouve souvent Marcia en train de parler seule avec sa collection de peluches. Un jour, elle lui demande à qui elle parle, et Marcia répond qu'elle parle à son grand-père, qu'elle peut lui parler quand elle veut, et surtout qu'il n'est pas content qu'elle ait été arrachée à sa famille d'origine. Là encore, il faut rester concret. On n'est pas obligé d'y voir immédiatement un élément surnaturel, cela peut tout aussi bien relever d'une imagination d'enfant, d'un besoin de compenser l'isolement, d'une manière de mettre des mots sur son déracinement, ou d'un mélange de tout ça. Mais dans la construction du dossier, cette scène compte parce qu'elle place très tôt autour de Marcia l'idée d'une présence invisible liée à son histoire familiale. En novembre 1971, l'affaire prend une forme plus précise. Les Goudin contactent la police locale pour signaler quelque chose d'étrange dans leur maison. Ils entendent des coups contre les murs, comme si quelqu'un lançait des pierres contre l'extérieur. À chaque fois qu'ils vont vérifier, il n'y a personne dehors. Le bruit commence lentement, doucement, puis monte progressivement en intensité. À ce moment-là, le couple ne parle pas de fantômes, il ne demande pas d'exorcisme, il ne cherche pas à faire sensation. Il veut simplement que la ville identifie la cause du bruit. Le phénomène dure plusieurs semaines puis s'arrête et un an plus tard, en novembre 1972, le même lieutenant reçoit un nouvel appel indiquant que les coups sont revenus. Cette régularité commence à installer quelque chose d'un peu plus inquiétant. Un voisin des Goudin, policier lui aussi, John Holsworth, accepte un soir de venir enregistrer les sons pour fournir une preuve concrète à la municipalité. Plusieurs hypothèses sont examinées. Jerry pense à un voisin qui leur ferait une mauvaise blague, mais ce voisin déménage et les bruits continuent. Les pompiers, des responsables municipaux et des policiers se penchent sur le problème et une piste liée à des travaux à proximité est évoquée puis écartée. À chaque fois, rien ne tient. Les bruits peuvent s'interrompre 2 semaines puis revenir encore plus fort. Après plusieurs mois,
il cesse, puis recommence l'année suivante en novembre, presque comme un cycle. Et parfois, le son ne donne même plus l'impression de venir de dehors, il semble provenir de l'intérieur même des murs. Après plusieurs années, personne n'a d'explication. Ce n'est pas encore le chaos, mais ce n'est déjà plus un simple incident domestique. Et pendant ce temps, la vie de Marcia hors de la maison ne s'améliore pas. L'école se passe mal, elle subit un harcèlement sévère, et à un moment, un garçon l'attaque et elle est blessée au point de devoir porter une attelle dorsale et manquer une période importante de cours. Les Goudin prennent alors une décision nette, elle ne retournera pas dans cette école. Ils mettent en place un enseignement à domicile, au moins temporairement, pendant qu'ils cherchent une autre solution. Là encore, ce n'est pas secondaire, c'est une situation qui renforce encore son isolement. Marcia n'est déjà pas très libre à la maison, désormais l'école qui pouvait être une ouverture devient aussi un lieu hostile qu'on lui retire. Et quand on additionne les éléments qui se sont ajoutés au fur et à mesure du temps, on voit déjà se dessiner un cadre très précis. Une maison marquée par la mort d'un enfant, 2 parents aimants mais traumatisés, une petite fille adoptée qui porte elle-même un passé difficile, une éducation très protectrice qui vire à l'isolement, des premiers comportements étranges rapportés autour d'elle, puis des phénomènes de coups dans les murs qui reviennent année après année sans explication. Et tout cela existe avant même les événements les plus spectaculaires, et c'est exactement pour ça que la suite ne peut pas être racontée comme une simple histoire de fantôme. Avant que la maison ne bascule, la famille, elle, était déjà fragilisée depuis longtemps. Le premier épisode marquant ne ressemble pas encore à une scène de chaos. Il est simple, presque banal, ce qui le rend d'autant plus troublant. Un soir d'automne, alors que les Goudin sont une fois de plus gênés par les coups dans les murs, Laura entend 3 coups distincts à la porte d'entrée. Pensant qu'il y a quelqu'un, elle va ouvrir. Et il n'y a personne. Sur le moment, elle pense avoir confondu le bruit de la maison avec quelqu'un qui frappait à la porte. Elle s'apprête à rentrer, puis elle remarque quelque chose sur le perron. Une série d'empreintes de pas mouillées qui mènent jusqu'à la porte. La nuit est sèche, il n'a pas plu. Le sol autour n'est pas trempé. Ça ne ressemble pas à une simple trace douteuse ou un vieux marquage au sol. Et à partir de là, les phénomènes changent de nature. On n'est plus seulement dans des bruits qu'on pourrait attribuer à la structure du bâtiment ou à l'environnement extérieur. La maison donne l'impression qu'une présence commence à circuler à l'intérieur et autour d'elle. Après cet épisode des empreintes, d'autres faits plus courts mais répétés commencent à s'ajouter. Des portes s'ouvrent toutes seules. Laura et Jerry se retournent parfois après quelques secondes et constatent que les chaises de la cuisine ne sont plus exactement à l'endroit où elles étaient juste avant. Ce ne sont pas encore des déplacements spectaculaires, c'est plutôt le genre de détail qui force à vérifier sa mémoire, à se demander si on a mal regardé, si on est fatigué, si quelqu'un d'autre a bougé l'objet sans qu'on s'en aperçoive. Mais à force d'accumulation, ce type de détail a un effet très précis. Il installe une tension constante dans chaque pièce. Les Goudin ne sont pas encore dans la certitude d'affronter quelque chose d'impossible, ils sont dans un état plus insidieux. Ils cessent de faire confiance à la stabilité normale de leur propre maison. La cuisine, les portes, les meubles les plus ordinaires deviennent des points de doute permanents. L'épisode le plus dérangeant de cette période concerne Jerry. Un jour, en entrant dans une pièce, il croit apercevoir une main plaquée contre la vitre d'une fenêtre. Ce n'est pas seulement la forme d'une main qui le frappe, c'est ce qu'il dit avoir vu juste avant qu'elle disparaisse. Selon lui, il n'y avait ni bras ni corps attachés à cette main. Dans le bref instant où il la voit, Jerry estime qu'il ne s'agit pas d'une personne cachée à moitié derrière la fenêtre, ni d'un reflet mal interprété. Il a la conviction d'avoir vu une main seule. Il s'agit là du premier élément franchement visuel à rapporter par un adulte du foyer avant l'explosion du week-end de novembre. Jusque-là, on avait surtout des sons, des objets déplacés, des portes, des traces, et avec cette main, on passe à autre chose. La possibilité d'une forme visible, même brève, même incomplète. Et cela change forcément la manière dont Jerry perçoit les phénomènes suivants. Le 21 novembre 1974, l'affaire franchit une nouvelle étape. Ce soir-là, la famille Goudin reçoit les Holsworth à dîner. La présence d'invités est importante parce qu'elle réduit l'idée d'un souvenir reconstruit plus tard entre Jerry et Laura seule. Pendant le repas, ou au cours de la soirée, tout le monde entend soudainement un bruit de verre brisé. Il se précipite dans la chambre principale et là, il découvre que la vitre intérieure de la fenêtre a été brisée. Des morceaux de verre sont répandus dans toute la chambre et ce point est capital. Seule la vitre intérieure a éclaté. La vitre extérieure, elle, est intacte. Si quelqu'un avait lancé un objet depuis l'extérieur, on s'attendrait à voir la vitre externe touchée ou détruite d'abord. Ici, l'atteinte paraît venir de l'intérieur ou, au minimum, ne correspond pas à l'image la plus logique d'un projectile lancé depuis dehors.
Après cet épisode, les coups dans les murs reprennent encore plus fort. Ils atteignent un niveau sonore jamais atteint jusque-là. La maison, qui inquiétait déjà, devient plus agressive, plus insistante, plus difficile à banaliser et surtout, la chronologie devient très nette. Ce 21 novembre n'est pas encore le cœur du cauchemar, mais c'est la dernière soirée où l'on peut encore parler de précurseur. Le lendemain, tout change d'échelle. Quand Jerry et Laura se couchent ce soir-là, après la vitre brisée et les martèlements plus puissants que jamais, ils ne savent pas encore que le lendemain, leur maison va devenir le centre d'une affaire connue dans toute la ville. Mais ils savent déjà une chose, ce qui se passe chez eux n'est plus un simple problème de plomberie, de voisinage ou de structure. Quelque chose a ici commencé à changer de forme. Le vendredi 22 novembre 1974 marque le moment où la situation cesse d'être une suite de signes inquiétants pour devenir une succession d'incidents violents à l'intérieur même de la maison. Ce soir-là, Jerry rentre du travail et rejoint Laura et Marcia pour le dîner. Après avoir mangé, il passe au salon. Marcia s'assoit par terre pour faire un puzzle, la porte de la chambre principale est fermée, mais Jerry remarque quelque chose. Il baisse le son de la télévision parce qu'il croit entendre un bruit venant de la pièce, et quand lui et Laura entrent dans la chambre, il découvre que le store de la fenêtre, déjà endommagé, s'est enroulé tout seul au point de faire tomber les rideaux. Jerry remet les rideaux en place, pense régler le problème, puis au moment de repartir, la tringle entière tombe au sol. Il retourne dans le salon sans vraiment trouver d'explication. Une demi-heure plus tard, la même chose se reproduit, cette fois dans la cuisine. Puis les coups reprennent dans les murs, d'abord lents, réguliers, espacés, puis de plus en plus rapides et de plus en plus forts. Marcia, qui connaît déjà ces bruits depuis des années, remarque surtout une chose. Cette fois, ses parents ont peur. Et puis brutalement, tout s'arrête. La maison retombe dans un silence complet. Les trois vont se coucher sans être rassurés, mais en espérant encore qu'au matin, tout semblera moins grave que sur le moment. Le lendemain, samedi 23 novembre, la famille passe une grande partie de la journée hors de la maison, entre visite à la famille et messe. Ils rentrent vers 16h30. Marcia s'est endormie et Jerry la porte jusqu'à sa chambre. C'est là qu'il voit que quelque chose ne va pas. La télévision, qui était normalement posée en hauteur sur une étagère, est couchée face contre le lit. Elle n'était pas dans cette position lorsqu'ils sont partis. Jerry remet le téléviseur à sa place, couche Marcia et descend prévenir Laura. Au même moment, dans la cuisine, il voit la vaisselle sortir de l'évier, s'élever puis traverser la pièce avant d'aller s'écraser contre les murs. Laura hurle, Jerry se baisse pour ramasser les morceaux et c'est là qu'un bloc à couteau traverse la pièce à son tour, de justesse à côté de lui. Les deux se replient dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Ils restent figés, à attendre parce qu'ils ne savent plus quoi faire d'autre. Quand tout semble se calmer, il commence à nettoyer. Jerry ressort un instant pour récupérer les dernières courses dans la voiture. Pendant ce temps, Laura voit la table de cuisine se soulever lentement du sol, puis basculer entièrement, projetant les provisions avant de finir renversées sur les chaises. Dans la seconde qui suit, le réfrigérateur se soulève lui aussi d'environ 15 cm, pivote légèrement sur le côté, puis retombe. Laura recule et se retrouve devant la télévision de la cuisine. Le poste bascule à son tour et s'écrase sur son pied droit, lui brisant 2 orteils. Quand Jerry rentre, il entend sa femme crier, soulève l'appareil et découvre son pied déjà couvert de sang. Ils lui font un bandage de fortune, puis attendent encore, sans savoir ce qu'ils attendent exactement, sinon la suite. Ce qui les frappe, c'est que rien ne donne l'impression d'un simple effondrement d'objets ou d'un plancher qui travaille. Ce qu'ils croient ici percevoir, c'est quelque chose de ciblé, de coordonné, de volontaire. Plus tard dans la soirée, Jerry retourne seul dans la cuisine pour éteindre la lumière. Là, il a la sensation très nette qu'une présence se trouve dans la pièce avec lui. Il suit instinctivement du regard l'endroit où il croit sentir quelque chose et voit alors la table de cuisine bouger légèrement comme si quelqu'un venait de la heurter. Il coupe aussitôt la lumière et rejoint Laura et Marcia au salon. Pendant un moment, le reste de la soirée se passe sans nouvel incident majeur. Mais quand vient l'heure de se coucher, tout recommence. Jerry est dans la salle de bain en train de se raser quand Marcia pousse un cri. Il se précipite dans sa chambre et découvre que la télévision est retombée sur le lit, directement sur sa cheville. La famille n'ose plus se séparer. Ils décident de rester éveillés plus longtemps ensemble au salon. À un moment, Marcia prend tout de même son courage pour aller seule à la salle de bain. Quelques instants plus tard, ses parents entendent à nouveau ces cris. Ils accourent et trouvent la pièce complètement retournée. La barre du rideau de douche s'est décrochée et est tombée, manquant de très peu la tête de l'enfant. À ce stade, la maison n'est plus simplement inquiétante, elle devient physiquement dangereuse. Les objets ne se contentent plus de changer de place, ils tombent, frappent, cassent
et blesse. Le dimanche 24 novembre, au matin, Jerry se lève et constate immédiatement que la nuit n'a rien calmé. La cuisine est de nouveau en désordre, la table a été renversée et le réfrigérateur a été déplacé jusqu'à bloquer la porte arrière. Pourtant, il dit n'avoir rien entendu pendant la nuit. Il se rend ensuite dans la salle de bain pour parler à Laura. Sous ses yeux, un crucifix et une image de Jésus, tous deux fixés au mur, s'arrachent et tombent sur le sol de la chambre. Presque aussitôt, un nouveau fracas se fait entendre dans la chambre de Marcia. Un gros meuble est tombé sur le lit en manquant de peu la fillette qui dormait encore. En suivant le bruit jusqu'au salon, Jerry et Laura voient alors les 3 fauteuils inclinables bouger seuls et parfois même se soulever légèrement. Dans la pièce, la télévision est allumée, réglée sur de la neige, mais le son ressemble à une sonnette déformée qui sonne encore et encore. Cette fois, tout se passe en plein jour. Ce point change beaucoup de choses pour eux. Ce qu'ils voient dans la lumière du matin est plus difficile à repousser mentalement que ce qu'ils ont pu tenter de rationaliser la veille dans la fatigue du soir. Laura appelle immédiatement les Hoffman en pleurant et leur dit que des choses étranges sont en train de se produire chez eux. En attendant leur arrivée, Jory fait sortir Laura et Marcia sur le perron avant de la maison. À ce moment-là, ils aperçoivent Janet Holsworth en train de promener le chien de sa famille. Avant même qu'ils aient le temps de l'interpeller, Laura pousse un cri. Sur le patio, le canapé vert d'extérieur est en train de flotter à environ 30 cm du sol. L'instant est bref, puis le meuble retombe violemment. Jerry demande aussitôt à Janet d'aller chercher son père, John Holsworth, l'officier de police voisin. Quand John arrive, Jerry lui dit une phrase qu'il n'aurait sans doute jamais imaginé prononcer. Il y a, selon lui, une force mauvaise en train de détruire leur maison. Holsworth fait attendre la famille dehors et entre seul pour vérifier. Il ne reste que quelques secondes à l'intérieur avant de ressortir, allumer une cigarette et demander à Jerry ce qui s'est passé là-dedans. Le salon est ravagé, des meubles sont renversés, la vaisselle est cassée et en parcourant les pièces, il constate que pratiquement toute la maison a été touchée. Puis, pendant qu'il observe les lieux, il voit un téléviseur dont l'angle a changé sans raison apparente. Il s'en approche, cherche une explication, ne trouve rien et juste après, le poste reprend sa position précédente. Un peu plus tard, dans la cuisine, le réfrigérateur bondit vers lui sur près de 60 cm et le frappe au bras. À cet instant, on n'est plus seulement dans le témoignage d'une famille paniquée. Un officier de police extérieur au foyer commence lui aussi à rapporter des mouvements qu'il observe directement. Peu après, Harold Hoffman arrive et sa femme a déjà prévenu la police. Les agents Carl Leoni et Joe Toxie se présentent un peu après 10 h du matin. Laura est en larmes lorsqu'elle les accueille. Eux pensent d'abord être face à un cambriolage ou à un saccage classique. Mais très vite, la scène prend une autre tournure. Toxie ramasse l'un des téléviseurs tombés au sol. Moins d'1 minute plus tard, il le voit de nouveau couché face contre terre. Il le replace sur son meuble, puis il voit l'appareil se soulever de son support et rester suspendu en l'air. Il s'approche, cherche des fils, un dispositif, n'importe quoi qui pourrait expliquer ce qu'il voit. Il recule quand le poste commence à osciller, puis pivote lentement avant de revenir se poser à sa place. C'est à ce moment-là que Toxie demande du renfort par radio. D'autres policiers arrivent, parmi lesquels George Woodson et Leroy Lawson. Alors que Toxie leur raconte ce qu'il vient de voir, les deux nouveaux venus observent à leur tour le réfrigérateur s'élever d'environ 15 cm avant de retomber sans bruit. Le détail du silence revient souvent. Malgré la masse des objets, certains mouvements sont décrits comme anormalement silencieux. Jerry et Laura sont complètement détruits nerveusement, surtout face à l'état de leurs affaires. Mais Toxie note aussi autre chose. Marcia, elle, paraît étonnamment peu émotive sur le moment, ce qui commence déjà à attirer l'attention des policiers. Toxie demande alors une ambulance pour le pied blessé de Laura et fait aussi venir les pompiers pour examiner la structure du bâtiment. À peine la demande passée, un nouveau fracas retentit dans la chambre de Marcia. Tous se précipitent et découvrent qu'un autre gros meuble s'est renversé alors que personne ne se trouvait dans la pièce. Au moment où ils reculent dans le couloir, un crucifix doré accroché au mur se décroche brusquement et vient frapper l'agent Lawson en pleine poitrine. Cette scène suffit à le faire craquer. Il quitte la maison, retourne à sa voiture de patrouille et s'y enferme. Très vite, 3 unités de pompiers arrivent, soit environ 10 hommes au total. La maison commence à se remplir de policiers, de secouristes, de pompiers, de voisins et d'observateurs. L'assistant-chef des pompiers, Paul McKenna, propose au Goudin de passer la nuit dans un centre de la Croix-Rouge pendant que les services essaient de comprendre ce qui se passe, mais Laura dit qu'ils iront plutôt chez de la famille. Très vite, les pompiers assistent eux aussi à certains phénomènes. La télévision qui retombe encore, puis les roses en plastique rose dans la cuisine qui se mettent à bouger. Un détail qui a une charge particulière parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle fleur. Ce sont celles qui se trouvaient autrefois sur le cercueil de Jerry Jr. C'est aussi à ce moment-là que Jerry père dit remarquer pour la première fois une odeur de soufre dans la maison.
L'intervention de tous ces services attire évidemment l'attention du voisinage. Une foule commence à se former à l'extérieur. Le chef adjoint des pompiers appelle alors l'aumônier du service, le père Doyle, pour lui expliquer la situation, en commençant presque par le rassurer sur un point. Non, il n'est pas ivre, et oui, il décrit bien ce qu'il a vu. Pendant ce temps, Marcia est assise dans l'un des fauteuils inclinables. Devant plusieurs témoins, le siège se met à basculer brutalement et à passer rapidement de la position assise à la position inclinée, secouant l'enfant jusqu'à ce qu'elle saute du fauteuil en criant. Laura finit par dire à voix haute que des esprits mauvais essaient de les tuer. Quand le père Doyle arrive, sa première réaction est concrète. Il s'assit lui-même dans le fauteuil pour vérifier s'il est possible de reproduire manuellement ce mouvement sans utiliser la poignée. Il conclut qu'il ne peut pas obtenir le même effet. Il dit aussi ressentir une lourdeur dans la maison et se convainc qu'il y a une présence mauvaise sur place. Lorsqu'il entreprend de bénir la maison, il affirme voir l'eau bénite s'éloigner de lui comme repoussée par quelque chose d'invisible, scène qu'un policier dit également avoir observée. Doyle appelle alors un exorciste. Laura de son côté est emmenée à l'hôpital pour faire soigner son pied. Dans la maison, plusieurs policiers disent maintenant avoir l'impression de perdre pied. Certains prétendent même entendre le chat de la famille parler. Plusieurs refusent alors de rentrer à nouveau dans la maison, et à ce stade, le week-end a déjà produit son effet principal. Le phénomène n'est plus un secret de famille, ni même un problème de voisinage. Il a déjà franchi le seuil où des agents publics, des secouristes et un prêtre disent avoir vu ou vécu quelque chose qu'ils ne comprennent pas. En 3 jours, la maison est passée d'un lieu traversé par des coups dans les murs et quelques anomalies troublantes à un espace où des télévisions tombent, où la vaisselle s'arrache de l'évier, où un bloc de couteau traverse la cuisine et même où des personnes sont blessées. À partir de là, l'affaire change de dimension parce qu'une fois que la police, les pompiers et un prêtre sont entrés dans la maison, ce qui se joue sur Lindsay Street ne peut plus rester contenu seulement entre ces murs. À partir du moment où le père Doyle met les pieds dans la maison, l'affaire cesse d'être seulement une crise familiale observée par quelques policiers et quelques pompiers. Elle devient autre chose. Un dossier religieux, un problème de maintien de l'ordre, un spectacle pour les voisins, puis très vite, une affaire médiatique. Après avoir constaté que le fauteuil inclinable dans lequel Marcia était assise se repliait et se redressait brutalement devant plusieurs témoins, et après s'être assuré qu'il n'était pas possible mécaniquement de reproduire le même phénomène, le père Doyle dit ressentir une lourdeur à l'intérieur de la maison, comme si l'atmosphère elle-même lui indiquait qu'il n'était pas simplement face à une famille paniquée. Le choix est donc fait de réaliser un exorcisme. Pendant ce temps, les policiers, eux-mêmes dans la maison, ont l'impression de perdre la raison. Dans le même temps, Marcia, elle, attire beaucoup l'attention des agents présents. Elle plaisante avec eux, devient presque populaire au milieu de l'agitation, et un officier l'encourage même à faire une blague à un autre policier en prétendant que son chat lui a soufflé le nom du frère de cet homme. Détail important, parce qu'il montre déjà une ligne de fracture. Autour d'elle, les manifestations semblent se multiplier, mais en même temps, elle ne se comporte pas toujours comme une enfant terrorisée. Par moments, elle paraît aussi goûter à l'attention exceptionnelle que toute cette situation lui apporte. C'est à ce moment qu'intervient Marie Pascarella, une voisine intéressée par le paranormal. Elle arrive sur place, observe ce qui se passe et pense que le phénomène pourrait relever des capacités psychiques plutôt que d'une simple fraude ou d'un banal dérèglement matériel. Elle tente apparemment de vérifier si Marcia pourrait être à l'origine des événements par une forme de pouvoir psychique sans résultat décisif. Puis elle passe un appel à un couple dont elle a récemment suivi une conférence, Ed et Lorraine Warren. Leur arrivée change immédiatement la nature de l'affaire. Ed et Lorraine ne viennent pas seuls. Ils sont accompagnés d'un prêtre avec lequel ils travaillent, appelé ici Père Bill, ainsi que d'un jeune séminariste de 21 ans, Paul Endo. À ce moment-là, la sœur de Marcia, Barbara Carter, est aussi sur place et la foule dehors continue déjà à grossir. Jerry et Laura, qui n'avaient jamais entendu parler des Warren auparavant, les accueillent surtout comme des gens de plus qui les prennent enfin au sérieux. Ed demande tout de suite à Paul Eno de rester constamment près de Marcia. Son raisonnement est clair. Dans ce type d'affaires, l'enfant peut soit être à l'origine de la supercherie, soit le centre du phénomène. Quand Paul descend au sous-sol pour la retrouver, il la découvre avec 2 policiers qui essaient justement de lui faire admettre qu'elle est derrière tout ça. Pendant ce temps, à l'étage, policiers, pompiers et prêtres continuent à voir tomber des objets à intervalles réguliers. Un officier demande même à Ed Warren de parler au téléphone avec le chef de la police, Joseph Walsh, qui commence à perdre patience en voyant autant de ressources mobilisées pour ce qu'il considère encore largement comme une absurdité. L'activité ne ralentit pas avec l'arrivée des Warren, au contraire, elle semble gagner en intensité et en variété. Marcia est de nouveau assise dans le fauteuil inclinable, lorsque plusieurs policiers voient le siège se soulever en direction du plafond avant de retomber violemment au point qu'elle se cogne la tête. Il faut 2 hommes pour remettre le fauteuil en place. D'autres objets se renversent encore. On entend des coups frapper à la porte d'entrée sans que personne ne soit dehors,
tandis que les fameux martèlements dans les murs reprennent eux aussi. Les pompiers ont déjà vérifié les fondations, les solives du sous-sol, les appuis-têtes, ils ont même poussé leur vérification jusqu'au chantier voisin de l'hôpital Saint-Vincent pour voir si des vibrations pouvaient expliquer une partie du phénomène. Rien ne donne de réponse. 2 inspecteurs, l'un en plomberie et l'autre en électricité, arrivent à leur tour. Eux non plus ne trouvent pas de défaillance technique sérieuse, mais ils assistent malgré tout au déplacement du réfrigérateur qui glisse sur environ 2 mètres dans la cuisine. Un policier leur ordonne alors de partir et de ne rien répéter en leur disant que l'affaire relève désormais de la police. Cela en dit long sur l'état d'esprit des agents présents. Certains commencent à prendre conscience que ce qu'ils voient ne ressemble plus à un simple appel de service public. Ils veulent garder le contrôle, mais ce contrôle leur échappe déjà. Au milieu de tout cela, un point plus discret mais capital apparaît. L'agent Toxie, déjà témoin du téléviseur en lévitation la veille, profite d'un moment où il est seul dans la chambre de Marcia pour tenter une sorte de test. Il pense en substance, si quelque chose m'entend, qu'il bouge quelque chose tout de suite. Apparemment, plusieurs objets se mettent alors à trembler immédiatement dans la pièce. Et le plus intéressant ici, ce n'est pas seulement l'épisode lui-même, c'est le fait que Toxie aurait gardé cela pour lui pendant près de 40 ans parce qu'il pensait qu'avouer avoir parlé à une présence invisible aurait détruit sa carrière. Cela signifie que, même chez les policiers, il y a déjà un écart entre ce qui est dit officiellement sur le moment et ce qui est gardé sous silence par peur du ridicule. Pendant ce temps, Ed Warren, sans que les Houdins en aient conscience, utilisent leur téléphone pour appeler des médias un peu partout. À 16h, des équipes de télévision commencent déjà à s'installer devant la maison. L'histoire est désormais relayée à l'échelle nationale. La foule passe à environ 2000 personnes, parfois bien davantage, au point que la police doit mettre en place un dispositif permanent de contrôle autour de Lindley Street. Des rumeurs circulent partout. On parle d'un chat qui parle, d'une petite fille projetée contre les murs, de meubles qui bougent devant les fenêtres. Certains affirment même voir des choses à travers les vitres, d'autres disent entendre des voix sortir des signes décoratifs installés dans le jardin. La maison n'est plus seulement envahie de témoins, elle est déjà noyée sous les récits, les interprétations et les fantasmes. Le soir même, après le départ provisoire des Warren, l'agitation continue dans la maison. Paul McKenna revient avec ses 3 beaux-fils qui ne croyaient pas un mot de ce qui leur avait été raconté. Eux aussi voient les roses en plastique bouger à nouveau, ainsi qu'une télévision avancer puis tomber. Des conserves dégringolent dans l'escalier du sous-sol. Le désordre devient tel que les Houdins cessent presque de relever les objets, d'autant plus qu'Ed Warren leur aurait demandé de laisser les choses telles qu'elles tombent. Le lendemain, la foule grossit encore. Au départ, les Houdins acceptent que des journalistes entrent dans la maison, puis cela se retourne contre eux. Un reporter aperçoit un vieux livre de prière et croit y voir un objet occulte. Très vite, la rumeur se répand que Marcia pratiquerait l'occultisme. À partir de là, l'affaire dérape encore davantage. On ne parle plus seulement de manifestations étranges dans une maison, mais d'une enfant soupçonnée par l'opinion d'être liée à des pratiques sombres. Et dans ce climat-là, chaque geste de Marcia commence à être relu autrement. D'ailleurs, à ce moment précis, alors que Laura et Jerry discutent des événements de la veille, Marcia s'assoit dans le fauteuil et actionne elle-même la poignée à plusieurs reprises pour le faire basculer, comme si elle cherchait à reproduire ce qui s'était passé sous les yeux de tous la veille. Laura lui dit d'arrêter de faire l'idiote, et c'est un passage essentiel dans l'histoire parce qu'il introduit noir sur blanc l'idée que Marcia rejoue au moins une partie du phénomène sans que cela suffise encore à annuler tout le reste. Pendant que les adultes tentent de reprendre le fil, l'activité continue. Dans le sous-sol, lieu où Marcia se réfugie souvent avec son chat pour s'éloigner de l'agitation de la maison, le père Bill, les Warren et l'enfant discutent. Soudain, toutes les lumières s'éteignent. Marcia remonte, manipule l'interrupteur à plusieurs reprises et le courant revient. Lorsqu'elle redescend, une tige métallique jaillit d'un tas d'outils et manque de peu de frapper le prêtre comme si elle avait été tirée avec force. Peu après, Marcia remonte à l'étage et Ed Warren affirme entendre le chat Sam dire « Jingle Bells ». Il faut ici rappeler toutefois une chose. Marcia avait l'habitude de faire parler son chat pour plaisanter en le tenant et en prenant une voix différente. Autrement dit, même à ce moment-là, il faut dire qu'il devient difficile de distinguer ce qui relève d'un phénomène réel, de l'amplification collective ou d'une enfant qui joue avec la situation. À l'extérieur, la foule prétend aussi entendre des voix gutturales venant des signes décoratifs du jardin et on voit bien avec ce genre de témoignage comment le cas se brouille. Plus il y a de témoins, plus il y a de récits, mais plus il devient aussi difficile de séparer ce qui a vraiment été observé de ce qui a été surinterprété ou contaminé par l'atmosphère générale. Autre événement au cours de l'affaire, Lorraine Warren, qui dit se sentir nauséeuse en circulant dans la maison, présente soudainement une brûlure au poignet. La blessure est bien réelle et les Houdins voient la peau cloquée sous leurs yeux. Ed demande alors à Lorraine de quitter les lieux, apparemment par peur d'une combustion spontanée.
Le soir venu, les Warren restent assez longtemps pour regarder avec la famille le sujet diffusé au journal télévisé de 23 heures. Pendant ce moment-là, des meubles continuent à bouger alors même que des gens se trouvent dans différentes pièces. Une télévision tombe sur la jambe de Paul Eno et lui fait une entaille. Paul, à la demande d'aide, reste pratiquement collé à Marcia. Il se prend d'affection pour elle et commence à craindre sérieusement qu'elle ne soit visée au premier chef par ce qui se passe dans la maison. À partir de là, l'idée d'une possible possession de l'enfant commence même à être évoquée. Le lendemain matin, la police met en place un filtrage pour entrer dans Lindsay Street. Il faut prouver qu'on y habite pour y circuler. Laura appelle encore le père Bill pour lui dire qu'ils ont passé une nouvelle nuit de destruction. Le prêtre et Ed tentent alors de faire bouger l'église pour obtenir une intervention plus lourde. Mais les autorités religieuses hésitent, sans doute à la fois à cause du doute sur le fond du cas et à cause du caractère déjà beaucoup trop spectaculaire de l'affaire. Il faut bien comprendre ce que vivent réellement les Goodin. Pendant que des milliers de gens campent devant chez eux, Jerry doit quand même retourner travailler. Et là-bas, au lieu de trouver un peu de soutien, il est accueilli par des moqueries. On l'accuse de chercher l'attention de toute la ville. Dans sa rue, des inconnus les regardent comme des curiosités. Dans sa maison, le désordre continue. Jerry et Laura ne sont même pas des gens qui croient aux fantômes. Leur monde est renversé sans qu'ils possèdent la moindre grille solide pour le comprendre. Et plus les Warren prennent de place, plus les soupçons autour d'eux grandissent aussi. Des rumeurs absurdes circulent, affirmant par exemple que la famille aurait reçu des produits provoquant des hallucinations. On comprend ici que la maison n'est plus seulement attaquée par ce qui s'y passe, mais aussi par tout ce que les autres projettent dessus. Ce n'est plus une famille au centre d'un phénomène, c'est une famille prise en étau entre police, prêtres, enquêteurs autoproclamés, médias voisins, foule et rumeurs. Le lundi, l'activité semble un peu se calmer par moments, mais la pression extérieure devient insupportable. Des gens frappent aux portes et aux fenêtres, crient pour que les Goodin sortent parler. Un journaliste du Bridgeport Post entre dans la maison et voit lui-même un égouttoir glisser sur le plan de travail avant de se projeter en direction de Jerry. Plus tard dans l'après-midi, l'affaire connaît l'un des épisodes visuels les plus forts. Laura, Paul et Marcia jouent au Monopoly dans le salon lorsqu'une brume jaune commence à se former autour d'eux. Elle prend progressivement la forme de 4 silhouettes imprécises. L'odeur de soufre revient, puis Jerry entre dans la pièce et se met à chanter ou réciter en latin avec une voix qui ne ressemble pas à la sienne, alors qu'il n'avait plus fait ce genre de choses depuis l'époque où il servait à l'hôtel. Marcia s'accroche à la taille de Paul en pleurant pendant qu'il prie avec Jerry. Paul dit sentir un contact physique avec l'une des formes, qu'il décrit comme une structure osseuse, sèche, presque aviaire, alors même que la silhouette lui paraît visuellement transparente comme de la fumée. Puis, l'une des entités saisit Marcia et la projette à travers la pièce. Paul ordonne aussitôt à tout le monde de sortir. La famille quitte alors la maison sous la pluie, devant une foule qui ne comprend pas ce qu'elle est en train de regarder. Le soir, le père Bill revient avec les Warren pour bénir la maison à nouveau. Dans le sous-sol, qu'ils identifient comme le lieu où Marcia passe le plus de temps, ils disent apercevoir une forme noire cachée dans les coins sombres de la pièce. Ils vont jusqu'à croire distinguer des sortes d'excroissances au sommet de la tête, comme des petites cornes, détail qu'ils choisissent de ne pas communiquer à la famille. Ed Warren relance encore la presse et à 21h45, 2 journalistes radio de la station WAB arrivent à la maison. L'activité ne reprend franchement qu'autour de minuit. Une table tombe dans le salon pendant qu'ils se trouvent dans la cuisine. Les journalistes disent surprendre des mouvements du coin de l'œil. Les fleurs en plastique semblent se déplacer comme si quelqu'un les frôlait. Marcia est de nouveau assise dans le fauteuil quand celui-ci bascule violemment vers l'arrière, puis repart vers l'avant, avec une force telle que les 2 hommes estiment qu'elle ne pouvait pas produire cela seule. Malgré cela, ils notent aussi quelque chose d'étrange. Après chaque événement, Marcia leur paraît anormalement calme. Plus tard, quand Jerry lui demande d'aller se coucher, elle est, selon le texte, projetée en arrière contre un mur avec une force importante. Bob pense alors entendre le chat dire « Help ». D'autres objets continuent aussi à bouger, la température chute par endroits et Marcia finit la soirée à bout, suppliant ses parents de quitter la maison. Les 2 journalistes repartent un peu après 1h du matin, profondément troublés. Ils étaient venus pour couvrir ce qu'ils imaginaient être une histoire bizarre mais presque folklorique. Ils repartent avec le sentiment d'avoir vu une famille réellement détruite nerveusement et sans parvenir à expliquer ce qu'ils ont observé. En quittant les lieux, le père Bill bénit même les policiers affectés à la surveillance extérieure en leur disant que cela évitera qu'une présence ne les suive chez eux. Tous acceptent, sauf un officier resté persuadé qu'il s'agit d'un canular.
Après le départ des journalistes radio qui avaient eux-mêmes passé une nuit à voir des objets bouger et à entendre des bruits qu'ils ne comprenaient pas, le chef de la police, Joseph Walsh, décide qu'il faut reprendre le contrôle de la situation. La rue est envahie, les hommes de la police sont mobilisés en permanence, les journalistes s'accumulent et l'affaire est devenue un problème public autant qu'un mystère domestique. La nuit suivante, l'agent Mike Costello, chargé du contrôle de la foule, est abordé par Jerry, visiblement secoué. Quand il entre dans la maison, le salon a encore été ravagé et du verre brisé traîne partout. Mais cette fois, au milieu des dégâts, Costello voit aussi quelque chose de très simple et de très concret. Marcia assise dans le fauteuil inclinable, en train de le faire bouger elle-même d'avant en arrière. Laura lui dit une nouvelle fois d'arrêter de faire l'idiote. Et quelques instants plus tard, un nouveau fracas retentit dans la salle de bain. Des objets viennent d'y tomber, et pour Costello, le doute commence à changer de camp. Jusque-là, il avait devant lui une accumulation de scènes troublantes. Là, il commence à envisager sérieusement que l'enfant joue au moins avec une partie de ce qui se passe. Le point de rupture arrive juste après. Deux autres policiers entrent dans la maison, dont Frank Del Toro, qui faisait justement partie des plus sceptiques depuis le début. Pendant qu'il parle dans le salon, Costello voit Marcia pousser légèrement la télévision avec son pied. L'appareil glisse de quelques centimètres et vient taper la jambe de Jerry qui, lui, n'a pas vu le geste. Ce détail est capital parce qu'il donne enfin à la police une scène qu'elle croit pouvoir interpréter sans ambiguïté. Del Toro prend alors Marcia à part et lui parle. La fillette finit par craquer en larmes et admet avoir provoqué certains incidents. Elle reconnaît avoir déplacé la télévision, avoir fait parler le chat et même avoir provoqué l'ouverture de la porte du réfrigérateur la veille. Et elle insiste sur un point, ses parents ne lui ont rien demandé, ils ne l'ont poussée à rien. Quand on lui demande pourquoi elle a fait ça, sa réponse est d'autant plus importante qu'elle ne ressemble pas à une confession banale de petite fille prise en faute. Elle dit en substance qu'elle voulait voir si le démon ferait quelque chose. Autrement dit, elle n'explique pas tout en disant « j'ai tout inventé », elle admet au contraire avoir ajouté certains gestes comme si elle jouait à l'intérieur même d'une situation qu'elle croyait déjà réelle. Del Toro lui pose aussi une question précise sur Lorraine Warren. Marcia affirme alors avoir vu Lorraine placer volontairement son poignet sous l'eau chaude jusqu'à provoquer la brûlure que tout le monde avait ensuite traité comme un nouveau signe du phénomène. Là, la machine institutionnelle s'emballe dans l'autre sens. L'information remonte immédiatement au poste. L'affaire serait un canular. Et pire encore, les Warren sont accusés d'avoir soufflé sur les braises, d'être intervenus au bon moment pour amplifier le dossier, attirer l'attention de la presse et se poser ensuite comme sauveur. Très vite, l'inspecteur Philip Clark arrive sur place. Il parle seulement quelques minutes avec les personnes présentes, puis estime que le cas doit être refermé comme un canular. On suggère aussi que Marcia soit examinée en clinique psychiatrique. Elle l'est effectivement, mais aucun trouble clinique particulier n'est retenu contre elle. Officiellement, le dossier est donc clos. La version publique devient simple, une enfant a truqué certains événements, des adultes impressionnables se sont laissés entraîner. Les Warren ont aggravé la situation et tout Bridgeport s'est laissé contaminer par la suggestion. En apparence, l'affaire s'arrête là. Sauf que, du point de vue des Goudin, rien ne colle proprement. Jerry et Laura sont effondrés. Ils ne parviennent pas à croire que tout ce qu'ils ont vu, tout ce qui a cassé dans leur maison, tout ce qui a blessé Laura et tout ce que des policiers, pompiers, prêtres et journalistes disent avoir vu, puisse être réduit aux manipulations partielles d'une enfant de 10 ans. Leur colère, qui jusque-là visait surtout ce qui détruisait leur maison, se déplace maintenant vers les Warren. Quand l'histoire de la brûlure de Lorraine ressort, ils coupent immédiatement les ponts avec eux. Et quand ils découvrent qu'Ed Warren utilisait leur téléphone pour appeler des médias dans tout le pays, sans qu'ils en aient conscience, leur rupture est totale. Paul Eno, qui s'était attaché à Marcia et s'inquiétait sincèrement pour elle, revient précipitamment à la maison, mais les Goudin le repoussent lui aussi. Dans le même temps, Joseph Walsh fait une déclaration publique très nette. Il n'y a pas de fantôme à Bridgeport, seulement des victimes du pouvoir de suggestion, y compris parmi ses propres hommes. Il ajoute qu'Ed Warren devrait rester loin de la ville. Pourtant, même à ce moment-là, tout le monde ne suit pas cette version sans réserve. Jerry essaie de défendre publiquement sa fille et certains policiers présents sur place rappellent eux aussi un point concret. À plusieurs reprises, des incidents se sont produits alors que Marcia n'était même pas dans la pièce. La fermeture officielle du dossier n'apaise d'ailleurs rien dans l'immédiat. Les foules devant la maison ne disparaissent pas, elles changent simplement de nature. Les Goudin ne sont plus seulement la famille de la maison hantée, ils deviennent aussi la famille du canular, la famille de l'enfant accusé, la famille que tout le monde veut regarder, juger ou provoquer. D'ailleurs, cette famille doit littéralement porter Marcia et se frayer un chemin en courant à travers la foule pour l'emmener à ses rendez-vous médicaux. Et malgré la révélation du canular, eux assurent que l'activité ne s'arrête pas. Pendant Thanksgiving, ils passent la journée à l'extérieur, puis rentrent chez eux et constatent
à nouveau que plusieurs objets ont été déplacés. Le soir même, Jerry sent une odeur de fumée. Il ne trouve pas tout de suite l'origine du problème et va prévenir l'agent de service dehors. On découvre alors qu'un groupe d'hommes a tenté de mettre le feu à la maison pendant que la famille s'y trouvait encore. 2 hommes sont inculpés et expliquent qu'ils cherchaient à débarrasser le quartier du mal que cette maison y avait introduit. Ce détail dit tout sur l'état de la situation. Même si la police annonce qu'il s'agit d'un canular, l'affaire a déjà tellement contaminé l'imaginaire collectif que des inconnus sont prêts à brûler la maison avec ses occupants pour purifier le voisinage. Le mois de décembre apporte ensuite un élément que la version du canular explique très mal. L'activité continue alors même que Marcia n'est pas toujours présente ou n'est pas en position de manipuler ce qui se passe. Des policiers restent affectés autour de la maison pour contenir les foules, désormais un peu moins nombreuses mais toujours là. Le 10 décembre, un officier nommé Sammons entre dans la maison et déclare voir à plusieurs reprises des objets bouger alors que Marcia n'est nulle part autour. Le 14 décembre, après avoir encore passé la nuit ailleurs pour se protéger, les Goudin reviennent et retrouvent de nouveau l'intérieur complètement retourné. Jerry en est réduit à des solutions matérielles extrêmes. Il fixe son sapin de Noël dans un seau rempli de ciment pour éviter qu'il tombe et commence à attacher des objets plus lourds au mur avec des fils. Ce ne sont pas les gestes d'une famille qui cherche à profiter de sa notoriété, ce sont les gestes d'une famille qui vit dans un logement qu'elle considère désormais comme physiquement imprévisible. Et pendant tout ce temps, le père Doyle reste en contact avec eux et continue à leur offrir du soutien autant qu'il le peut. C'est dans ce contexte qu'une seconde phase de l'affaire commence, beaucoup plus discrète publiquement, mais essentielle pour comprendre pourquoi les dossiers ne se ferment pas vraiment avant. Le 16 décembre, un homme nommé Boyce Batty prend contact avec les Goudin en affirmant avoir de l'expérience dans ce type de phénomène. La famille, qui passe désormais de plus en plus souvent ses nuits ailleurs pour sa sécurité, accepte volontiers toute aide sérieuse. Le 18 décembre, Batty se présente avec Jerry Solfin et Keith Harari de la Psychical Research Foundation. Leur objectif n'est pas de venir faire une bénédiction de plus ou d'alimenter un feuilleton médiatique supplémentaire. Ils lancent une enquête méthodique sur la famille, les témoins et les événements. Et là, il se passe quelque chose de très révélateur. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre après une clôture officielle pour Canular, la police locale se montre très coopérative. Les enquêteurs ont accès au dossier, ils peuvent rencontrer plusieurs policiers témoins et beaucoup de ces hommes acceptent volontiers de parler et disent clairement qu'ils sont mécontents de voir tout ce qu'ils ont observé réduit à de simples farces d'une enfant. Le point le plus fort vient même de l'inspecteur Philip Clark. En privé, il explique à Solfin que la déclaration officielle de Canular a été pratique et même nécessaire pour calmer la ville, mais qu'à ses yeux, l'affaire a été refermée beaucoup trop vite. Après avoir relu de nombreux rapports rédigés par ses collègues, il ne croit pas que ce qui s'est passé à Lindley Street puisse être si facilement balayé. Il accepte même d'aider à organiser des entretiens discrets avec les policiers concernés à une condition, que la presse reste à l'écart. Et en clair, la ligne devient la suivante, officiellement le cas est clos, officieusement, une partie de la police continue à chercher. Les nouveaux enquêteurs ne se contentent pas de lire des rapports. Dans les premières semaines de leur présence, ils assistent eux-mêmes à plusieurs incidents. La table de la cuisine qui bascule, des objets qui tombent des murs et des bruits de pas lourds dans des pièces vides. Ils passent des heures à enregistrer, à interroger les témoins, à comparer les versions. C'est ce travail, plus encore que les passages des Warren ou des journalistes, qui donne à l'affaire sa réputation de cas très documenté. Parce qu'ici, on ne parle plus seulement d'un week-end spectaculaire, puis d'un emballement médiatique, on parle d'une accumulation de déclarations, de notes, de témoignages croisés et d'une police elle-même divisée entre la nécessité d'avoir calmé la ville et l'impression persistante qu'une partie du dossier reste inexpliquée. La conclusion à laquelle Beatty et le père Bill semblent parvenir est précisément ce qui rend ce cas difficile à classer. Ils ne disent pas aux Goudin que tout est faux, ils ne disent pas non plus que Marcia a nécessairement tout simulé, ils avancent une position intermédiaire. Selon eux, Marcia n'a probablement pas fabriqué l'ensemble des événements, mais elle pourrait en être le centre involontaire. Leur raisonnement revient à cette explication. La petite fille vit dans un climat de surprotection extrême, surtout de la part de Laura, à cause de la mort de Jerry Jr. Elle grandit dans un cadre étouffant, très surveillé, avec peu de liberté, beaucoup d'angoisse et une enfance qui n'en est pas vraiment une. Dans cette hypothèse, le phénomène ne serait pas celui d'un fantôme classique ni d'un démon au sens strict, mais l'expression d'une tension psychique énorme, quelque chose qui se manifesterait physiquement autour d'elle sans qu'elle le maîtrise vraiment. C'est une idée qui ne blanchit pas totalement Marcia, puisqu'elle a bien reproduit certains phénomènes, mais elle ne réduit pas non plus tout le dossier à une série de mensonges conscients. Elle donne plutôt une forme à cette zone grise qui traverse toute l'affaire depuis le début. Une enfant a pu tricher à certains moments, justement parce qu'elle était déjà au centre d'un phénomène plus vaste qu'elle ne comprenait pas. La fin de l'histoire est à l'image du reste. Elle n'apporte pas de résolution nette, seulement des conséquences durables. Les Goudin ne cherchent pas à gagner de l'argent avec ce qui leur est arrivé.
Au contraire, il ne récolte surtout que du ridicule public, des dégâts matériels massifs et des frais supplémentaires. Ils engagent même un avocat pour tenter de réparer ce qui a été fait à la réputation de leur fille, et quand cet avocat leur suggère qu'il pourrait tirer de l'argent d'interviews médiatiques, ils refusent. Jerry accepte seulement un entretien gratuit dans lequel il répète que Marcia n'est pas responsable de ce qui s'est passé dans la maison. La famille ne reparle plus publiquement de l'affaire. Elle va même jusqu'à interdire aux Warren d'utiliser leur cas dans leurs conférences et leur envoie une facture pour les appels passés à la presse depuis leur téléphone. Les Goodin tentent désespérément de vendre la maison pour repartir ailleurs, mais sa réputation les condamne à y rester pendant le reste de leur vie. Marcia, en grandissant, refuse d'en parler et fait comme si elle ne savait pas de quoi on lui parle quand le sujet revient. À 18 ans, elle finit par repartir au Canada pour retrouver sa famille biologique. Laura meurt en 1993 dans un accident. Jerry, lui, quelques années plus tard, de cause naturelle. Maria serait elle aussi décédée, plus récemment. Et c'est là, au fond, que le cas se referme réellement. Pas sur une preuve, pas sur une explication unique, mais sur une famille détruite, une maison invendable, une réputation ruinée, et un dossier que même ceux qui l'ont officiellement classé ont continué à examiner en secret. Mesdames et messieurs, on en a fini pour cette histoire, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai fait mon maximum pour vous donner le plus d'images d'archives possible. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, étant donné que la famille concernée par cette affaire a voulu un peu éteindre tout le dossier. Elles n'ont pas été très coopératives et honnêtement, je trouve que ça se comprend par rapport à comment tout cela s'est conclu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, je vous le remets juste ici à Ken TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Ken. Salut!